et nous sommes très honorés d'accueillir dans notre émission Younous Adegiani qui est ici pour la première fois tout droit venu de Londres. C'est un analyste politique, un animateur, un présentateur, un véritable guerrier. Younous, bienvenue à Jérusalem. Merci de m'accueillir. Et c'est ta première fois ici. Oui, c'est la première fois. Alors, tes impressions? Ville incroyable, je veux dire, Jérusalem. J'y suis resté 3 nuits. Et historiquement, c'est comme, je pense que c'est la ville où j'ai vu le plus d'histoire. Bien plus qu'à Rome ou ailleurs, tout s'est vraiment passé ici. Tu vas dans la vieille ville et tu vois les chrétiens, et tu vois les juifs, et tu vois l'islam et l'histoire. Tu sais où Jésus a été crucifié et le mur des lamentations. Tu sais ce qui est intéressant? À Jérusalem, il existe une rue appelée Kouros, nommée d'après Cyrus le Grand. Oui, c'est ça. Oui, et toi? Les Perses et les Juifs ont donc une longue histoire commune. Ils partagent une histoire très, je pense, trois. Ça remonte à 3500 ans. Eh bien, Cyrus était l'un des dirigeants qui a vraiment été très bienveillant envers les Juifs, ce qui était rare dans notre histoire. Oui, la première déclaration des droits de l'homme, il a aussi épousé une femme juive. C'est vrai. Comment s'appelait-elle? Oh mon Dieu, je ne m'en souviens plus. Oui, Mais Younous, comment trouves-tu Israël en général? Tu as été à Tel Aviv, tu as voyagé dans le pays. je pense que c'est une ville très dynamique, avec des gens très dynamiques, surtout Tel Aviv, des gens en forme, des gens qui aiment la vie. Oui, Contrairement à l'autre camp, ils ne vénèrent pas la mort, ils aiment la vie. Et c'est tout simplement agréable. Le truc, c'est que je pense que les gens imaginent que Tel Aviv ou Israël, c'est un pays du tiers-monde, du Moyen-Orient, ravagé par la guerre. Ce n'est pas vrai, surtout Tel Aviv. oui. Tu sais, tu vas là-bas, il y a juste des gens qui font la fête, des gens qui passent du bon temps, Des jeunes? des jeunes, des personnes âgées, juste des gens en forme, des gens beaux, tu sais, frais, en bonne santé. Je suis tellement heureuse que tu te sois amusé ici. Maintenant, Younou, tu as des ennuis là d'où tu viens, parce que tu es né en Iran. Oui, Et tu peux reconnaître les signes de l'islamisation dangereuse de différents endroits, comme tu l'as vu dans ton propre pays. Tommy Robinson était ici il y a quelques semaines. Nous avons eu beaucoup de militants différents venant du Royaume-Uni, inquiets de ce qui se passe dans leur pays. Qu'est-ce que tu vois? quand je vois que l'Occident s'effondre, Vraiment. oui, c'est parce que je pense qu'ils sont en train de perdre la guerre du récit ou qu'ils perdent la guerre de l'information. Israël a gagné la guerre sur le terrain, mais a perdu la guerre du récit. Et en général, malheureusement, en Occident, le virus idéologique woke et l'islamisme gagnent du terrain et empoisonnent l'esprit des gens. Est-ce vraiment aussi répandu? Je veux dire, est-ce que ça ne pourrait pas être le cas? Je ne pense pas que ce soit aussi répandu. Il s'agit de la minorité, non? La majorité silencieuse nous soutient, mais parce qu'on a une sorte de minorité très bruyante qui ne cesse de crier. Le racisme, le sexisme, c'est l'islamophobie. Les gens ont peur de s'exprimer. Et aussi, vous savez, je pense que la jeune génération, dans une certaine mesure, est conditionnée. Vous savez, ils sont contaminés par le virus de l'esprit woke. Oui, Et ils pensent d'une certaine manière que critiquer des choses comme l'islam est islamophobe. oui. Ou juste n'importe quelle idée en général. Écoute, je suis pro-Israël. D'accord? Je suis très, très, très pro-Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont irréprochables non plus. Bien sûr, aucun pays ne l'est. Aucun pays ne l'est. Il faut donc critiquer les mauvaises idées. Malheureusement, nous perdons la liberté d'expression, ce qui favorise des idées comme le wokisme et l'islamisme. Je pense que Tommy, toi et moi devons gagner cette bataille de l'information. Parce que dans les 5 à 10 prochaines années, nous pourrions avoir une guerre civile. Et ce n'est pas une exagération. Tu vois ce qui se passe avec Mamdani à New York. Tu sais, tu vas voir New York sombrer et devenir islamisé très rapidement, bien plus vite que tu ne le penses. La même chose est arrivée à Londres ces 5 à 10 dernières années sous Sidi Khan. Mais au final, je reste optimiste. Qu'est-ce qui te rend optimiste? Je suis simplement quelqu'un d'optimiste. Et je pense aussi que l'élan est de notre côté Maintenant, Oui. pourquoi? parce qu'Israël a gagné la guerre et que Trump est président, ce qui est très très important. Des gens comme Tommy, des gens comme moi, et juste en général. Je pense que si vous l'avez vu, c'était il y a 2 ou 3 ans. Sous Biden, je pense que les médias étaient principalement contrôlés par la gauche, mais les médias indépendants sont maintenant contrôlés par la droite. Eh bien, il y a plus de médias indépendants qu'il n'y en avait auparavant. En d'autres termes, l'histoire maintenant, c'est que les médias ont été démocratisés, que ce n'est pas une question de grands groupes médiatiques traditionnels.
Il s'agit d'individus qui disposent d'une plateforme pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a des personnes comme vous, mais il y a aussi des personnes comme Candace Owens et maintenant Tucker Carlson qui attisent, vous savez, les flammes de l'antisémitisme, Oui, je les appelle woke rights. la droite woke. Les droits woke, la gauche et la droite woke sont finalement très similaires. Absolument. La théorie du fer à cheval, les extrêmes se rejoignent. Donc, que ce soit le fascisme, le nazisme ou le communisme, ils mènent aux mêmes événements. C'est ça. Ce ne sont que des idiots, selon moi. Je soutiens Candace. Toujours ses propos sur les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et le féminisme toxique. Et je suis totalement en désaccord avec Israël et sa position pro-palestinienne. Ces gens sont simplement ignorants, n'ayant jamais vécu en Iran ni sous le Hamas. Eh bien, ils ne savent pas ce que c'est. Exactement. Ils ignorent que l'on récolte ce que l'on sème. C'est ça. Vos sociétés échouent à cause d'une mauvaise direction. Vous ne pouvez pas blâmer les Israéliens ni accuser qui que ce soit. De mauvais choix. De mauvais choix? Alors, parlons des choix. Nous avons eu une guerre, comme vous le savez, avec la République islamique en juillet dernier, une guerre de 12 jours. Et vous savez, vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Est-ce que cela a changé quelque chose? Le régime est-il vraiment affaibli? Ce moment pourrait-il permettre au peuple iranien de se soulever et de les renverser? Eh bien, comment voyez-vous la situation évoluer en ce moment en Iran? Nous avons eu une grande opportunité pendant la guerre de 12 jours pour la République islamique, mais nous ne l'avons pas saisie. Je crois que les Israéliens voulaient vraiment éliminer Khomeini. Je crois que Trump les a arrêtés pour plusieurs raisons. Il voulait être vu comme le président de la paix et ne le souhaitait pas. Il était un peu inquiet de ce qui pourrait arriver si, vous savez, Khomeini tombait. Comme vous l'avez dit, il subissait l'influence de personnes comme Takakosa et devait flatter sa base nationale. Oui, Donc, je pense, mais je ne pense pas que ce soit fini. Pourquoi? Parce que je pense que Khomeini ne reculera pas. Khomeini a déjà annoncé qu'il tenterait de fabriquer la bombe nucléaire. oui, ils ne veulent pas d'accord Il ne veut pas d'accord. et ils ont de nouveau été sanctionnés. Exactement. Donc, je pense que la seconde moitié de cette bataille, c'est que Khomeini, pour sa propre survie, parce qu'il sait qu'il est faible, il peut être renversé. Il va essayer d'obtenir cette bombe nucléaire. Je pense que Trump dira, je lui ai proposé de négocier, il a refusé. Et il a repris ses méthodes. Nous devons renverser le régime. Tu crois vraiment? Oui, c'est ça. Tu te souviens de la guerre de l'information? Israël a gagné sur le terrain, mais perdu la guerre du récit. Oui. Je pense que la deuxième partie de cette bataille consiste à remporter la guerre du récit. Une fois celle-ci gagnée, tout change. J'en ai parlé récemment. La majorité des Iraniens, soit 80 à 90%, s'opposent à la République islamique. 80 à 90 80 à 90%. Cependant, il y a encore une majorité importante qui se méfie d'Israël. Ils se demandent, nous n'aimons pas la République islamique, mais Israël est-il vraiment notre allié? C'est ça. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'amplifier ce message. Oui, Israël est votre ami. Mais en quoi est-ce différent si Israël est ami ou non? Ils mènent une vie misérable, affamée, sans eau. Ils ont utilisé toutes les ressources très riches de ce pays incroyable pour financer et exporter le terrorisme. Ça n'a rien à voir avec Israël, c'est un pays en échec. Je vais vous expliquer. En 1979, les Britanniques, Américains et Juifs d'Amérique ont provoqué la révolution. C'est un fait. Et c'était presque sous le président Carter. Encore les gauchistes, vous savez, qui provoquaient tout ce chaos. C'était les gauchistes en Amérique et, dans une certaine mesure, les Juifs. Ils disent, c'est vous qui avez déclenché la révolution. Donc la majorité a une méfiance intégrée à cause de cela, de la révolution qu'ils attribuent à une précipitation des Américains et des Juifs. Exactement. Et le lavage de cerveau aussi. En Iran, dès l'école et dans les médias, on vous apprend à détester Israël. Ils vous apprennent à haïr le régime sioniste, estimant que vous ne faites qu'exterminer en Palestine et tuer des gardes ou des enfants. Comme je l'ai dit, jusque-là, le Hamas et la République islamique ont gagné la guerre de la narration. Nous sommes ici pour changer cela. En tant qu'Iranien non juif, je veux montrer Israël au monde. À quel point les gens ici sont adorables, à quel point je suis bien accueilli, combien ils aiment la vie, combien ils font la fête. Ce sont juste de bonnes personnes. Ils veulent simplement vivre. Comment pouvons-nous changer cela? En remportant la guerre de l'information. Comment remportons-nous la guerre de l'information? En publiant du contenu, en diffusant la vérité, en réalisant des choses comme ces interviews, en réunissant des personnes de différents horizons qui partagent la même mission pour amplifier le message. Tu vis à Londres, comment vois-tu les gens changer d'avis? Observes-tu des gens conscients de la menace de l'islamisation? Vous avez un maire à Londres.
Sadiq Khan, dont les gens sont très mécontents, mais qui a quand même été élu 2 fois. Nous avons maintenant Zohran Mamdani, symbole du wokisme et de l'islamisme, comme maire de New York. On dirait que les gens ne se réveillent pas. Eh bien, en fait, je crois que j'ai vu une statistique l'autre jour qui disait que les personnes nées à New York ou les personnes nées en Amérique, la majorité d'entre eux n'ont en fait pas voté pour Mamdani. Ce sont les immigrés, les personnes qui ne sont pas nées en Amérique, qui ont voté pour Mamdani. Bon, ben, c'est ironique, car je ne suis pas né au Royaume-Uni, mais en Iran, pourtant, je n'ai jamais eu cette mentalité. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, l'Occident a importé un peu trop d'immigrés qui sont encore endoctrinés et ils ont encore des allégeances à leurs idéologies extrémistes de leur pays d'origine. Et quand on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Donc je pense que c'est un élément à prendre en compte. Un autre élément, ce sont les gauchistes libéraux et woke, qui pensent qu'ils sont d'une certaine manière exotiques ou que critiquer de mauvaises idées est raciste, xénophobe ou islamophobe. Il suffit de donner aux gens le courage de parler et de dire « Écoutez, il ne s'agit que de cela. » Je ne dis pas que vous devriez seulement les critiquer. Vous devriez pouvoir tout critiquer, mais ne pensez pas que vous êtes raciste en le faisant, ou sexiste, ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites juste. C'est la guerre des récits. Et malheureusement, ils sont en train de la gagner. Mais je pense que la majorité silencieuse est en fait avec nous, croyez-le ou non. Tu penses que la majorité silencieuse est en train de se réveiller, comme le dit Tommy. Oui, absolument. Après le rachat de Twitter par Elon Musk et la victoire de Trump, je pense que ce sont 2 moments très importants. Je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir Trump comme président, parce que je pense que s'il n'était pas président, même si je suis un peu déçu qu'il n'ait pas fini le travail en Iran, je reconnais son courage à frapper les bases nucléaires, contrairement à d'autres présidents américains, et donner une gifle à la République islamique. Mais une petite gifle, est-ce suffisant? Eh bien, comment vois-tu le peuple iranien, peu importe ce qu'il pense d'Israël, mais comment vois-tu ces 80 ou 90% renverser leur gouvernement? Donc, ce que j'essaye de faire avec ma page, c'est de dire, en tant qu'Iranien né en Iran, regardez, j'ai vécu au Royaume-Uni, je suis allé en Amérique et je suis allé en Israël. Et ces gens nous aiment, alors n'ayez pas peur d'eux, ils ne sont pas nos ennemis. Nous devons donc changer cette mentalité en Iran. Parce qu'à un certain point, ils ont le syndrome de Stockholm et sont tombés amoureux de l'oppresseur. Oui, Vous savez, donc nous devons changer cette mentalité. c'est ce qu'ils connaissent et tout le reste. Donc tout d'abord, il s'agit de ça. Ils détestent l'Amérique autant que je déteste Israël. Je le saurais. La plupart des Iraniens sont intelligents et ouverts d'esprit. Encore une fois, si vous avez regardé, beaucoup ignorent aussi pourquoi le peuple iranien ne s'est pas révolté. Vous croyez que c'est si simple? Bien sûr que non. Vous savez, il n'y a pas de démocratie en Iran. Si vous protestez, on vous abat d'une balle dans la tête. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré sur des gens jusqu'à il y a quelques semaines. S'ils ne vous attrapent pas, ils trouvent des vidéos de vous, viennent chez vous, vous arrêtent, puis vous pendent. Donc vous savez, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. De plus, si vous êtes né dans cet environnement, le gouvernement intervient dès l'école. De vous contrôler, donc ce n'est pas facile. Ce que nous devons faire, c'est leur donner du courage, donner, leur apporter courage, soutien international et forte opposition. Et la diaspora iranienne, qui, vous savez, à un moment donné, lorsque la guerre faisait rage contre eux, vous aviez là. Le prince héritier qui a lancé un appel au monde, Pahlavi et tous ceux qui l'entouraient. Et tout au long, la diaspora iranienne est très forte, influente et riche. Ils ont réussi partout ailleurs. C'est un peu comme la diaspora juive. Ils ont travaillé dur. Ils ont vraiment travaillé très dur. Les versions sont les Juifs. Ils ont tendance à surpasser la population locale. Oui, ils travaillent dur comme nous et ont réussi grâce à un sens inné. Du travail acharné et des affaires, etc. Et toi, tu ne l'as pas fait. J'étais très déçue après eux, déçue qu'on ait arrêté. Je pense qu'on aurait dû aider à faire tomber le régime. Je comprenais qu'Israël ne pouvait pas agir seul sans que les États-Unis soient plus impliqués. D'accord, donc nous avons réussi à les repousser. Disons 5 ans ou 7 ans dans leurs nouvelles ambitions. Je ne sais pas. C'est une estimation qu'ils ont donnée ici. Ça peut être juste, ça peut être faux. Je ne sais tout simplement pas ce qu'il faut de plus pour les gens. Et je sais que c'est difficile et je sais que ces personnes risquent leur vie. Mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté semblait avoir tellement plus d'élan que tout ce qui s'est passé après cette guerre. Pourquoi? D'accord, j'ai mes propres opinions à ce sujet et ça risque d'en énerver beaucoup.
Je soutiens fortement le Shah Sader Riza Pahlavi. Je pense que c'est un homme très instruit et gentil, Oui. un homme très honnête. Mais je pense simplement qu'il lui manque l'audace et le charisme pour être un leader. Je ne pense tout simplement pas qu'il soit assez passionné. Je ne pense pas qu'il soit assez inspirant. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment motiver les gens comme il le faudrait, même si je le respecte et l'aime. Oui, je comprends ce que tu dis. Tu vois, je pense qu'il n'est pas assez fort. Il nous faut un leader fort. C'est un bon leader en temps de paix. Ouais. Il n'est pas fait pour diriger en temps de guerre. Nous avons besoin d'un vrai leader. Cependant, cela étant dit, je pense que c'est le seul que nous ayons en ce moment, à moins que quelqu'un d'autre ne décide de se lever. Il n'y a pas d'opposition en Iran permettant de dire cette personne pourrait convenir. Écoutez, beaucoup de gens me disent pourquoi tu ne te présentes pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et je leur réponds écoutez, je suis un peu jeune pour ça, ou peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Qui sait? Mais pour l'instant, je pense que Chassader est une figure centrale autour de laquelle tout le monde peut se rassembler. Il lui faut une équipe de 50 à 100 personnes comme moi, ainsi que de nombreux persans riches et influenceurs. Oui, absolument. Une équipe de 50 à 100 personnes. Donc au moins, certaines de tes faiblesses se remarquent au moins. Comme Patrick, Beth, David et toi. Mais il dit qu'il ne sera pas roi pour toujours. Il veut juste être le leader de transition jusqu'à ce qu'une autre démocratie puisse être établie en Iran. C'est ce qu'il dit. Oui, mais je pense, écoute, c'est l'impression que j'ai de lui. Comme fils du chat, il semblait presque obligé d'occuper cette position. Au fond, c'est il ne veut pas vraiment le faire, mais tu sais, tout le monde le pousse. Oui, oui, oui. Tu ressembles à un enfant courant devant sa mère lors d'une journée sportive pour paraître bien devant sa mère, mais il n'aime pas vraiment le sport. C'est l'impression donnée, surtout récemment. Chez Patrick Bet-David, il y a 2 ou 3 ans, je lui ai demandé au moins 20 fois s'il voulait devenir le prochain leader. Tu veux être le prochain leader? Un leader dirait oui, je veux être le prochain leader. Mais lui, s'il disait non, je voudrais aider, je voudrais aider. Un peu comme, même comme ça. Donc tu dis qu'il faut avoir ce genre de feu intérieur. Du feu. Oh oui, exactement. Je ne pense pas qu'il en ait assez, même si je suis d'accord avec 99,9% des choses qu'il dit. Je pense que c'est un homme très instruit, très intelligent. J'aime ses idées pour le Homme bienveillant. homme bienveillant. Oui, Mais tu dis que tu as besoin de quelqu'un de plus fort. tu as besoin de quelqu'un comme Netanyahou, toi. Il te faut quelqu'un comme Trump, ce type de personne. Waouh, c'est incroyable. Je n'avais jamais entendu cette analyse auparavant. Dans ce monde, tu ne vois personne actuellement. Pas pour l'instant, non. Alors, quand? Comment avances-tu? Comment avançons-nous? Comme je l'ai dit, la première étape est de gagner la bataille de l'information, la guerre des réseaux sociaux, la guerre des débats, la guerre des idées. Parce que je pense que si tu fais ça, alors tu changeras la conscience des gens. Donc tu trouves une sorte de motivation chez les gens eux-mêmes parce qu'ils pensent de différemment, donc ils sont plus susceptibles de faire quelque chose à ce sujet. Donc, tu penses que la méfiance, peut-être envers les médias traditionnels aujourd'hui, peut être utilisée à l'avantage de... Je pense que les gens ne font pas confiance aux médias traditionnels. Je veux dire, les deux camps ne font pas confiance aux médias traditionnels, je pense. Mais cependant, sur les réseaux sociaux, je pense que nous devons faire un meilleur travail. Et je ne pense pas que les Juifs soient très doués pour se défendre. Eh bien, je ne pense tout simplement pas que nous ayons le gouvernement d'Israël, et je critique beaucoup cela. Nous n'avons jamais eu de stratégie parce qu'ils n'ont jamais vraiment considéré la guerre de l'information comme une véritable guerre. Je dis ça depuis 2 ans, mais je le dis aussi depuis 20 ans. Ils n'ont jamais vraiment eu de stratégie, ils n'ont jamais vraiment eu de commandement, structure, communication. Vous savez, déploiement. Très bons sur le champ de bataille. Nous savons gagner des guerres, mais pas celle de l'information, sans doute car nous sommes trop occupés par la guerre réelle. Mais ce n'est pas moins une guerre à bien des égards. Israël ne peut pas se retrouver isolé. Nous sommes tout simplement trop petits. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Écoutez, je pense que vous perdez la guerre de la propagande depuis des millénaires, depuis des siècles. Annonçons-le récemment. Oui, malheureusement, il vous faut des alliés comme les Perses pour vous défendre. Nous avons les Perses et les chrétiens évangéliques. Ce sont ces personnes qui se lèvent et disent que le mal ici, c'est l'islam politique. Ouais, mais je crois que ce n'est pas juste sur les Juifs. Les Juifs se retrouvent souvent du mauvais côté. Mais c'est le virus mental woke, ce mariage impie entre le wokisme et l'islamisme. Les Juifs sont souvent victimes car ils réussissent, ce qui attire la haine des woke, notamment en raison de leur richesse. Oh, faisons du socialisme, comme le socialisme de Mamdani, blablabla, et l'islamisme qui a toujours été l'ennemi des Juifs. Donc nous devons vaincre ces deux idées. Vaincre ces deux idées sur le front des idées. Oui, le front des idées,
Et ensuite, une fois que c'est fait, il nous faut alors une stratégie militaire. Parce que regarde, Khomeini a dit qu'il allait construire la bombe. Ils sont déjà en train de travailler à la construction de la bombe. Je crois sincèrement qu'on a 2 ans pour agir. Tu ne penses pas qu'on l'a repoussé de 5 ans? Tu penses qu'on l'a peut-être repoussé? Non, vous l'avez repoussé, mais ensuite, si la République islamique doit être renversée, je pense que cela doit se produire sous Donald Trump. Combien de temps reste-t-il? 3 ans et demi? 2 à 3 ans, je pense que quelque chose doit se passer dans les 2 ou 3 prochaines années. Khomeini est vieux et mourant. Écoutez, je peux vous donner 2 scénarios possibles, d'accord? D'accord. Khomeini est vieux, donc il va bientôt mourir. Quel âge a-t-il? Environ 84 ou 86 ans. On disait toujours cela de Mahmoud Abbas. Il a 88 ans et fume 2 paquets par jour. Ouais. Et il ne va nulle part. Ouais, mais je pense qu'une fois qu'il sera mort, alors. Alors qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la jeune génération. Au sein de la République islamique, certaines réformes peuvent moderniser le système. Il est radical. Je ne crois pas à ses subordonnés. Non, je ne crois pas non plus à une réforme dans la République islamique. Je n'en veux pas. En fait, je veux. C'est pour Khomeini, car le vieil homme est mourant et délirant. Délirant. Il est sûrement entouré de gens qui lui disent ce qu'il veut entendre, pas la vérité. Exactement. Je pense qu'il va essayer d'y aller parce qu'il vient littéralement de se prendre une gifle, une grosse gifle devant le monde entier. Tu sais, les proxys sont partis, Hamas, Hezbollah, Houthis. Tu sais, il a perdu une guerre de 12 jours et il l'a perdu lourdement. Il avait tous ses membres du corps des gardiens de la révolution islamique éliminés. Donc, tu sais, il a été humilié sur la scène mondiale. Alors, je pense qu'il cherche à se venger. Vraiment? Donc, je pense qu'il va essayer de fabriquer cette bombe. Et je pense que quand ça arrivera, Israël va dire au monde, regardez, ils fabriquent une bombe, Trump, faisons quelque chose à ce sujet. Et tout cela se passe en même temps que la guerre de l'information. Et je pense que si nous arrivons à gagner la guerre de l'information, alors nous aurons un soutien plus global. Plus d'élan. Il faut plus d'élan pour renverser la République islamique. Eh bien, c'est un scénario. Donc, tu dis qu'un scénario, c'est qu'il meurt. C'est peut-être une chance pour une jeune génération de prendre le relais, mais pas celle juste en dessous de lui. Cela pourrait être une occasion pour certains de progresser, surtout si l'Iran est concerné. Sans leader, c'est peut-être une opportunité. Y a-t-il d'autres personnes sous lui? On s'est déjà débarrassé de beaucoup. Écoute, certaines personnes, tu sais, la République islamique, ce sont des hypocrites. Parce que tous les membres du corps des gardiens de la révolution islamique envoient leurs fils et leurs filles à l'étranger, au Royaume-Uni. Bien sûr. Eh bien, on a vu comment la fiancée se mariait sans manches. Oui, exactement. Des femmes sont tuées pour ne pas couvrir leur tête. Écoute, il y a eu un reportage hier sur Iran International. Oui, il y a ce type, là, je crois que j'ai oublié son nom, mais c'est le dirigeant d'une des banques en Iran. Son portefeuille immobilier à Londres vaut 77 millions de livres sterling. Oh mon Dieu! Il possède une propriété sur Bishop's Avenue qui vaut 33 millions. Leurs fils et filles font la fête comme des fous partout dans le monde. À Miami, New York, Los Angeles, Londres, ils sortent en boîte et font simplement des choses. Tu sais, les Iraniens en Iran ne sont pas autorisés à faire. Donc même les fils, les filles et les petits-enfants de ces gens-là, ils savent à quoi ressemble la vie. Ils ne savent pas. Ils ont voyagé partout dans le monde. Ils le savent. Ce que tu dis, c'est que ce n'est pas durable, en d'autres termes. Ce n'est pas durable. Parce que même la jeune génération, même ceux qui sont loyaux envers la République islamique, ils savent ce qui se passe partout dans le monde. Ils ne veulent pas le savoir. Pourquoi cela se passe-t-il en Iran? Les gens manquent de nourriture, d'eau, de gaz, d'électricité et de liberté, subissant l'oppression. Pourquoi? Donc je pense que, et ce que j'essaye de faire, c'est aussi d'inspirer les jeunes en Iran parce que je leur ressemble. Et j'essaie de leur dire que l'avenir peut être bien meilleur pour nous si nous nous débarrassons de la République islamique. Oui, ce pays est riche en ressources Oui, tout à fait. et elles ont été épuisées à cause de leurs ambitions terroristes. Exactement. C'est vraiment dommage. Non, c'est sûr. Je pense que l'Iran aurait pu être 1000 fois plus que Dubaï. Oui, c'est bien plus grand et il y a de nombreuses ressources. Un meilleur climat, Il y a aussi de nombreux talents humains. capital humain, talent, culture. C'est vraiment une réalité tellement triste que le monde ne le voit pas et ne dise pas Oh, nous ne voulons pas que la République islamique d'Iran soit un exemple à ne pas suivre de l'islamisme. Et au lieu de cela, les gens pensent plutôt Oh, ça pourrait être une bonne idée. Oui, non, je veux dire, voilà ce qui arrive quand le mal domine, c'est un autre exemple. Ceci est aussi un avertissement pour l'Occident. Laissez le mal s'installer, cela peut aussi vous arriver.
Ne pensez pas. Et si ce qui s'est passé en Iran pouvait vous arriver, alors ne pensez pas que cela ne peut pas vous arriver. Je veux dire, qui aurait cru que cela arriverait en Iran? Ouais, Je parle des années 60 et 70. ouais, je veux dire, bah, c'était l'endroit le plus cool où aller, genre dans les années 60 et 70. Téhéran était, je crois, la deuxième ville la plus visitée au monde en 1975 après Paris, Comme c'est triste. à l'extérieur. Donc les gens allaient là-bas et vous savez, c'était l'endroit où il fallait aller. Donc, Younous, tu essaies de faire passer le message au Royaume-Uni où tu travailles. À qui parles-tu au Royaume-Uni? À part la communauté iranienne là-bas, les Anglais ordinaires ou même les musulmans pacifiques, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ton message? Je pense que oui, je pense que oui. Je reçois surtout beaucoup d'amour, même si j'ai parfois quelques détracteurs. Bien sûr. Une minorité de personnes sont endoctrinées par toute cette propagande pro-Palestine, ainsi que par l'islamisme et tout ça. C'est ce combat qu'il faut mener. Au final, le bilan est positif, je reste optimiste. Je vais voir, je pense que les gens savent, même s'ils ne le disent pas, parce qu'ils ils veulent pas entrer dans une dispute. Et ils ne veulent pas être ce genre de personnes, ils n'aiment pas se mettre en avant. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la majorité silencieuse est avec nous, soyons donc optimistes. Eh bien, j'espère pouvoir partager ton optimisme. Tout d'abord, je suis très heureuse que tu sois venu pour voir par toi-même comment est Israël, pour voir par toi-même que toutes les choses qu'ils disent sur nous sont des mensonges et de la calomnie. Pour voir un pays dynamique avec des gens qui veulent vivre, qui sont entraînés dans des guerres défensives que nous ne commençons jamais. Nous ne voulons pas être dans cette situation, mais devons nous battre pour survivre. Je suis ravie que tu sois venu et aies vu cela, et heureuse qu'il y ait des gens comme toi, de jeunes leaders iraniens en exil qui sont prêts à sortir de l'ombre, à s'engager et à essayer de changer la réalité, pas seulement pour ton pays actuel, mais aussi celui d'origine. Oui, ben, je pense que nous vivons dans le même monde. Donc, je vois l'Occident décliner rapidement, surtout avec des dirigeants comme Keir Starmer et Sadiq Khan. Je peux voir New York décliner, mais vous savez, nous avons comme quelques, vous savez, lueurs d'espoir comme Trump, nous avons le gars de Pologne, vous, nous avons des dirigeants, nous avons Netanyahou. Oui. Et globalement, je pense que si nous arrivons à former une équipe avec ces personnes compétentes, je pense que l'avantage est de notre côté. J'espère que tu as raison, Eunice. Merci d'être en Israël et d'être venu à l'émission. Merci pour l'invitation, ce fut un plaisir.